Comment appelez-vous le jeune homme que je vois là-bas ? Dit le notaire en montrant Raphaël. J'ai cru l'entendre nommer Valentin. Que chantez-vous avec votre Valentin tout court ? S'écria Émile en riant. Raphaël de Valentin, s'il vous plaît. Nous portons un aigle d'or en champ de sable couronné d'argent becqué et onglé de gueule, avec une belle devise. Non cessidit animus. Nous ne sommes pas un enfant trouvé, mais le descendant de l'empereur Valence, souche des Valentinois, fondateur des villes de Valence en Espagne et en France, héritier légitime de l'Empire d'Orient. Si nous laissons trôner Mahmoud à Constantinople, c'est par pure bonne volonté et faute d'argent et de soldats. Émile décrivit en l'air avec sa fourchette une couronne au-dessus de la tête de Raphaël. Le notaire se recueillit pendant un moment et se remit bientôt à boire, en laissant échapper un geste authentique, par lequel il semblait avouer qu'il lui était impossible de rattacher à sa clientèle les villes de Valence, de Constantinople, Mahmoud, l'empereur Valence et la famille des Valentinois. La destruction de ces fourmilières nommées Babylone, Tyr, Carthage ou Venise, toujours écrasées sous les pieds d'un géant qui passe, ne serait-elle pas un avertissement donné à l'homme par une puissance moqueuse ? Dit un journaliste. Claude Vignon, espèce d'esclave acheté pour faire du bossuet à 10 sous la ligne. Moïse, Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierre et Napoléon sont peut-être un même homme qui reparaît à travers les civilisations comme une comète dans le ciel, répondit un balanchiste. Pourquoi sonder la Providence ? Dit Canaliste, un fabricant de ballades. Allons, voilà la Providence, s'écria le jugeur en l'interrompant. Je ne connais rien au monde de plus élastique. Mais, monsieur, Louis XIV a fait périr plus d'hommes pour creuser les aqueducs de Maintenon que la Convention pour asseoir justement l'impôt, pour mettre de l'unité dans la foi, nationaliser la France et faire également partager les héritages, disait Massol, un jeune homme devenu républicain, faute d'une syllabe devant son nom. Monsieur, lui répondit Moreau de l'Oise, bon propriétaire, vous qui prenez le sang pour du vin, cette fois-ci, laisserez-vous à chacun sa tête sur ses épaules ? À quoi bon, monsieur ? Les principes de l'ordre social ne valent-ils donc pas quelques sacrifices ? Bixiou, chose de républicain, prétend que la tête de ce propriétaire serait un sacrifice, dit un jeune homme à son voisin. Les hommes et les événements ne sont rien, disait le républicain, en continuant sa théorie à travers les hoquets. Il n'y a en politique et en philosophie que des principes et des idées. Quelle horreur ! Vous n'auriez nul chagrin de tuer vos amis pour un si. Monsieur, l'homme qui a des remords est le vrai scélérat, car il a quelque idée de la vertu. Tandis que Pierre le Grand, le duc d'Albe, était des systèmes, et le corsaire Montbard une organisation. Mais la société ne peut-elle pas se priver de vos systèmes et de vos organisations ? Oh, d'accord, s'écria le républicain. Votre stupide république me donne des nausées. Nous ne saurions découper tranquillement un chapon sans y trouver la loi agraire. Tes principes sont excellents, mon petit Brutus farci de truffes. Mais tu ressembles à mon valet de chambre. Le drôle est si cruellement possédé par la manie de la propreté que si je lui laissais brosser mes habits à sa fantaisie, j'irais tout nu. Vous êtes des brutes. Vous voulez nettoyer une nation avec des cure-dents, répliqua l'homme à la République. Selon vous, la justice serait plus dangereuse que les voleurs ? Fit l'avoué Desroches. Sont-ils ennuyeux avec leur politique ? Dit Cardot le notaire. Fermez la porte. Il n'y a pas de science ou de vertu qui vaille une goutte de sang. Si nous voulions faire la liquidation de la vérité, nous la trouverions peut-être en faillite. Ah ! Il en aurait sans doute moins coûté de nous amuser dans le mal que de nous disputer dans le bien. Aussi donnerais-je tous les discours prononcés à la tribune depuis 40 ans pour une truite, pour un conte de Perrault ou pour une croquade de Charlet. Vous avez bien raison, passez-moi des asperges. Car après tout, la liberté enfante l'anarchie. L'anarchie conduit au despotisme et le despotisme ramène à la liberté. Des millions d'êtres ont péri sans avoir pu faire triompher aucun de ces systèmes.
N'est-ce pas le cercle vicieux dans lequel tournera toujours le monde moral? Quand l'homme croit avoir perfectionné, il ne fait que déplacer les choses. « Oh, oh !» s'écria Curcie, le vaudevilliste. « Alors, messieurs, je porte un toast à Charles X, père de la liberté. »« Pourquoi pas ?» dit Émile. « Quand le despotisme est dans les lois, la liberté se trouve dans les mœurs, et vice-versa. Buvons donc à l'imbécilité pouvoir, qui nous donne tant de pouvoir sur les imbéciles, dit le banquier. Eh, mon cher, au moins Napoléon nous a-t-il laissé de la gloire, cria un officier de marine qui n'était jamais sorti de Brest. Ah, la gloire, triste denrée, elle se paye cher et ne se garde pas. Ne serait-elle point l'égoïsme des grands hommes, comme le bonheur est celui des sots? Monsieur, vous êtes bien heureux. Le premier qui inventa les fossés était sans doute un homme faible, car la société ne profite qu'aux gens chétifs. Placés aux deux extrémités du monde moral, le sauvage et le penseur ont également horreur de la propriété. « Joli !» s'écria Cardo. « S'il n'y avait pas de propriété, comment pourrions-nous faire des actes ?» Voilà des petits pois délicieusement fantastiques. Et le curé fut trouvé mort dans son lit le lendemain. Qui parle de mort, ne badinez pas. J'ai un oncle. Vous vous résignerez sans doute à le perdre. Ce n'est pas une question. Écoutez-moi, messieurs. Manière de tuer son oncle. Chut! Écoutez, écoutez. Ayez d'abord un oncle gros et gras. Septuagénaire au moins. Ce sont les meilleurs oncles. Sensation. Faites-lui manger, sous un prétexte quelconque, un pâté de foie gras. Mon oncle est un grand homme sec, avare et sobre. Ah, ces oncles-là sont des monstres qui abusent de la vie. Et, dit l'homme aux oncles en continuant, annoncez-lui pendant sa digestion la faillite de son banquier. S'il résiste, lâchez-lui une jolie fille. S'il est, dit-il en faisant un geste négatif, alors ce n'est pas un oncle. L'oncle est essentiellement égrillard. La voix de Malibran a perdu 2 notes. Non, monsieur. Si, monsieur. Oh, oui et non. N'est-ce pas l'histoire de toutes les dissertations religieuses, politiques et littéraires? L'homme est un bouffon qui danse sur des précipices. À vous entendre, je suis un sot. Au contraire, c'est parce que vous ne m'entendez pas. L'instruction. Belle niaiserie. Monsieur Heinefettermach propose le nombre de volumes imprimés à plus d'1 milliard, et la vie d'un homme ne permet pas d'en lire 150 000. Alors, expliquez-moi ce que signifie le mot « instruction ». Pour les uns, elle consiste à savoir les noms du cheval d'Alexandre, du dogue Bérécillo, du seigneur des accords, et d'ignorer celui de l'homme auquel nous devons le flottage des bois ou la porcelaine. Pour les autres, être instruit, c'est savoir brûler un testament et vivre en honnêtes gens, aimer, considérer, au lieu de voler une montre en récidive, avec les 5 circonstances aggravantes, et d'aller mourir en place de grève, haï et déshonoré. Lamartine restera-t-il? Ah, Scribe, monsieur a bien de l'esprit. Et Victor Hugo? C'est un grand homme, n'en parlons plus. Vous êtes ivre. La conséquence immédiate d'une constitution est l'aplatissement des intelligences. Art, science, monuments, tout est dévoré par un effroyable sentiment d'égoïsme, notre lèpre actuelle. Vos 300 bourgeois, assis sur des banquettes, ne penseront qu'à planter des peupliers. Le despotisme fait illégalement de grandes choses. La liberté ne se donne même pas la peine d'en faire légalement de très petites. Votre enseignement mutuel fabrique des pièces de 100 sous en chair humaine, dit un absolutiste en interrompant. Les individualités disparaissent chez un peuple nivelé par l'instruction. Cependant, le but de la société n'est-il pas de procurer à chacun le bien-être? Demanda le Saint-Simonien. Si vous aviez 50 000 livres de rente, vous ne penseriez guère au peuple. Êtes-vous épris de belles passions pour l'humanité? Allez à Madagascar. Vous y trouverez un joli petit peuple tout neuf à Saint-Simoniser, à classer, à mettre en bocal. Mais ici, chacun entre tout naturellement dans son alvéole, comme une cheville dans son trou. Les portiers sont portiers et les niais sont des bêtes sans avoir besoin d'être promus par un collège des pairs. Vous êtes un carliste. Pourquoi pas? J'aime le despotisme. Il annonce un certain mépris pour la race humaine.
Je ne hais pas les rois. Ils sont si amusants. Trôner dans une chambre, à 30 millions de lieues du soleil, n'est-ce donc rien? Mais résumons cette large vue de la civilisation, disait le savant, qui, pour l'instruction du sculpteur inattentif, avait entrepris une discussion sur le commencement des sociétés et sur les peuples autochtones. À l'origine des nations, la force fut en quelque sorte matérielle, une, grossière. Puis, avec l'accroissement des agrégations, les gouvernements ont procédé par des décompositions plus ou moins habiles du pouvoir primitif. Ainsi, dans la haute antiquité, la force était dans la théocratie. Le prêtre tenait le glaive et l'encensoir. Plus tard, il y eut deux sacerdoces, le pontife et le roi. Aujourd'hui, notre société, dernier terme de la civilisation, a distribué la puissance suivant le nombre des combinaisons. Et nous sommes arrivés aux forces nommées industrie, pensée, argent, parole. Le pouvoir n'ayant plus alors d'unité, marche sans cesse vers une dissolution sociale qui n'a plus d'autre barrière que l'intérêt. Aussi, ne nous appuyons-nous ni sur la religion, ni sur la force matérielle, mais sur l'intelligence. Le livre vaut-il le glaive? La discussion vaut-elle l'action? Voilà le problème. L'intelligence a tout tué, s'écria le carliste. Allez, la liberté absolue mène les nations au suicide. Elle s'ennuie dans le triomphe, comme un Anglais millionnaire. Que nous direz-vous de neuf? Aujourd'hui, vous avez ridiculisé tous les pouvoirs, et c'est même chose vulgaire que de nier Dieu. Vous n'avez plus de croyance. Aussi le siècle est-il comme un vieux sultan perdu de débauche. Enfin, votre Lord Byron, en dernier désespoir de poésie, a chanté les passions du crime. Savez-vous, lui répondit Bianchon, complètement ivre, qu'une dose de phosphore, de plus ou de moins, fait l'homme de génie ou le scélérat, l'homme d'esprit ou l'idiot, l'homme vertueux ou le criminel. Peut-on traiter ainsi la vertu? S'écria de Curcy. La vertu, sujet de toutes les pièces de théâtre, dénouement de tous les drames, base de tous les tribunaux. Eh, tais-toi donc, animal, ta vertu, c'est Achille sans talon, dit Bixiou. À boire. Veux-tu parier que je bois une bouteille de vin de champagne d'un seul trait? Quel trait d'esprit, s'écria Bixiou. Ils sont gris comme des charretiers, dit un jeune homme qui donnait sérieusement à boire à son gilet. Oui, monsieur, le gouvernement actuel est l'art de faire régner l'opinion publique. L'opinion? Mais c'est la plus vicieuse de toutes les prostituées. À vous entendre, homme de morale et de politique, il faudrait sans cesse préférer vos lois à la nature, l'opinion à la conscience. Allez, tout est vrai, tout est faux. Si la société nous a donné le duvet des oreillers, elle a certes compensé le bienfait par la goutte, comme elle a mis la procédure pour tempérer la justice, et les rhumes à la suite des châles de Cachemire. Monstre, dit Émile, en interrompant le misanthrope. Comment peux-tu médire de la civilisation en présence de vin, de mets aussi délicieux, et à table jusqu'au menton? Mords ce chevreuil aux pieds et aux cornes dorées, mais ne mords pas ta mère. Est-ce ma faute à moi? Si le catholicisme arrive à mettre 1 million de dieux dans un sac de farine, si la République aboutit toujours à quelques Robespierre, si la royauté se trouve entre l'assassinat de Henri IV et le jugement de Louis XVI, si le libéralisme devient Lafayette. L'avez-vous embrassé en juillet? Non. Alors taisez-vous, sceptiques. Les sceptiques sont les hommes les plus consciencieux. Ils n'ont pas de conscience. Que dites-vous? Ils en ont au moins 2. Est-ce compter le ciel, monsieur? Voilà une idée vraiment commerciale. Les religions antiques n'étaient qu'un heureux développement du plaisir physique. Mais nous autres, nous avons développé l'âme et l'espérance. Il y a eu progrès. Eh, mes bons amis, que pouvez-vous attendre d'un siècle repu de politique? Dit Nathan. Quel a été le sort de Smara, la plus ravissante conception? Smara? Cria le jugeur d'un bout de la table à l'autre. Ce sont des phrases tirées au hasard dans un chapeau, véritable ouvrage écrit pour Charenton. Vous êtes un sot, vous êtes un drôle, oh oh, ha ha. Ils se battront. Non. À demain, monsieur. À l'instant, répondit Nathan. Allons, allons, vous êtes 2 braves. Vous en êtes un autre.
dit le provocateur. Ils ne peuvent seulement pas se mettre debout. Ah, je ne me tiens pas droit peut-être, reprit le belliqueux Nathan, en se dressant comme un cerf-volant indécis. Il jeta sur la table un regard hébété, puis, comme exténué par cet effort, il retomba sur sa chaise, pencha la tête et resta muet. « Ne serait-il pas plaisant, dit le jugeur à son voisin, de me battre pour un ouvrage que je n'ai jamais vu ni lu ? Émile, prends garde à ton habit, ton voisin pâlit, dit Bixiou. Kant, monsieur, encore un ballon lancé pour amuser les niais. Le matérialisme et le spiritualisme sont deux jolies raquettes avec lesquelles des charlatans en robe font aller le même volant. Que Dieu soit en tout, selon Spinoza, ou que tout vienne de Dieu, selon saint Paul, imbécile. Ouvrir ou fermer une porte, n'est-ce pas le même mouvement ? L'œuf vient-il de la poule ou la poule de l'œuf ? Passez-moi du canard. Voilà toute la science. Nigaud, lui cria le savant. La question que tu poses est tranchée par un fait. Et lequel ? Les chaires des professeurs n'ont pas été faites pour la philosophie, mais bien la philosophie pour les chaires. Mets des lunettes et lis le budget. Voleur, imbécile, fripon, dupe. Où trouverez-vous ailleurs qu'à Paris un échange aussi vif, aussi rapide entre les pensées ? S'écria Bixiou, le plus spirituel des artistes, en prenant une voix de basse taille. Allons, Bixiou, fais-nous quelques farces classiques. Voyons, une charge. Voulez-vous que je vous fasse le 19e siècle ? Écoutez, silence, mettez des sourdines à vos mufles. Te tairas-tu, chinois ? Donnez-lui du vin et qu'il se taise, cet enfant. À toi, Bixiou. L'artiste boutonna son habit noir jusqu'au col, mit ses gants jaunes et se grima de manière à singer le globe. Mais le bruit couvrit sa voix et il fut impossible de saisir un seul mot de sa moquerie. S'il ne représenta pas le siècle, au moins représenta-t-il le journal, car il ne s'entendit pas lui-même. Le dessert se trouva servi comme par enchantement. La table fut couverte d'un vaste surtout en bronze doré sorti des ateliers de Thomire. De hautes figures douées par un célèbre artiste des formes convenues en Europe pour la beauté idéale soutenaient et portaient des buissons de fraises, des ananas, des dattes fraîches, des raisins jaunes, de blonds de pêche, des oranges arrivées de Sétubal par un paquebot, des grenades, des fruits de la Chine, enfin toutes les surprises du luxe, les miracles du petit four, les délicatesses les plus friandes, les friandises les plus séductrices. Les couleurs de ces tableaux gastronomiques étaient rehaussées par l'éclat de la porcelaine, par des lignes étincelantes d'or, par les découpures des vases. Gracieuse comme les liquides franges de l'océan, verte et légère, la mousse couronnait les paysages du Poussin, copiés à Sèvres. Le budget d'un prince allemand n'aurait pas payé cette richesse insolente. L'argent, la nacre, l'or, les cristaux furent de nouveau prodigués sous de nouvelles formes. Mais les yeux engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivresse permirent à peine aux convives d'avoir une intuition vague de cette féerie digne d'un conte oriental. Les vins de dessert apportèrent leurs parfums et leurs flammes, filtres puissants, vapeurs enchanteresses, qui engendrent une espèce de mirage intellectuel et dont les liens puissants enchaînent les pieds, alourdissent les mains. Les pyramides de fruits furent pillées, les voix grossirent, le tumulte grandit. Il n'y eut plus alors de paroles distinctes. Les vers volèrent en éclats, et des rires atroces partirent comme des fusées. Curcy saisit un corps et se mit à sonner une fanfare. Ce fut comme un signal donné par le diable. Cette assemblée en délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda. Vous eussiez souri de voir des gens naturellement gais, devenus sombres comme les dénouements de Crébillon, ou rêveurs comme des marins en voiture. Les hommes fins disaient leurs secrets à des curieux qui n'écoutaient pas. Les mélancoliques souriaient comme des danseuses qui achèvent leurs pirouettes. Claude Vignon se dandinait à la manière des ours en cage. Des amis intimes se battaient. Les ressemblances animales inscrites sur les figures humaines, et si curieusement démontrées par les physiologistes, reparaissaient vaguement dans les gestes, dans les habitudes du corps. Il y avait un livre tout fait pour quelques bichats
qui se serait trouvé là, froid et à jeun. Le maître du logis se sentait ivre, n'osait se lever, mais il approuvait les extravagances de ses convives par une grimace fixe, en tâchant de conserver un air décent et hospitalier. Sa large figure, devenue rouge et bleue, presque violacée, terrible à voir, s'associait au mouvement général par des efforts semblables au roulis et au tangage d'un brick. « Les avez-vous assassinés ?» lui demanda Émile. « La confiscation et la peine de mort sont abolies depuis la Révolution de Juillet, » répondit Taillefer, en haussant les sourcils d'un air tout à la fois plein de finesse et de bêtise. « Mais ne les voyez-vous pas quelquefois en songe ?» reprit Raphaël. « Il y a prescription, » dit le meurtrier plein d'or. « Et sur sa tombe, » s'écria Émile d'un ton sardonique, « l'entrepreneur du cimetière gravera « Passant, accordez une larme à sa mémoire. »« Oh !» reprit-il, « je donnerais bien 100 sous au mathématicien qui me démontrerait par une équation algébrique l'existence de l'enfer. » Il jeta une pièce en l'air en criant « Face pour Dieu !»« Ne regarde pas !» dit Raphaël en saisissant la pièce. « Que sait-on ? Le hasard est si plaisant. » « Hélas !» reprit Émile, d'un air tristement bouffon. « Je ne vois pas où poser les pieds, entre la géométrie de l'incrédule et le paternoster du pape. Bah, buvons. Trinqueste, je crois, l'oracle de la divine bouteille et sert de conclusion au Pantagruel. »« Nous devons au paternoster, répondit Raphaël, nos arts, nos monuments, nos sciences peut-être, et bien fait plus grand encore, nos gouvernements modernes, dans lesquels une société vaste et féconde est merveilleusement représentée par 500 intelligences, où les forces opposées les unes aux autres se neutralisent en laissant tout pouvoir à la civilisation, reine gigantesque qui remplace le roi, cette ancienne et terrible figure, espèce de faux destin créé par l'homme entre le ciel et lui. En présence de tant d'œuvres accomplies, l'athéisme apparaît comme un squelette qui n'engendre pas. Qu'en dis-tu ? Je songe au flot de sang répandu par le catholicisme, dit froidement Émile. Il a pris nos veines et nos cœurs pour faire une contrefaçon du déluge, mais qu'importe. Tout homme qui pense doit marcher sous la bannière du Christ. Lui seul a consacré le triomphe de l'esprit sur la matière. Lui seul nous a poétiquement révélé le monde intermédiaire qui nous sépare de Dieu. Tu crois ? Reprit Raphaël, en lui jetant un indéfinissable sourire d'ivresse. Eh bien, pour ne pas nous compromettre, portons le fameux toast. Diis ignotis. Et ils vidèrent leur calice de science, de gaz carbonique, de parfum, de poésie et d'incrédulité. Si ces messieurs veulent passer dans le salon, le café les y attend, dit le maître d'hôtel. En ce moment, presque tous les convives se roulaient au sein de ces limbes délicieuses où les lumières de l'esprit s'éteignent, où le corps, délivré de son tyran, s'abandonne aux joies délirantes de la liberté. Les uns, arrivés à l'apogée de l'ivresse, restaient mornes et péniblement occupés à saisir une pensée qui leur attesta leur propre existence. Les autres, plongés dans le marasme produit par une digestion alourdissante, niaient le mouvement. D'intrépides orateurs disaient encore de vagues paroles dont le sens leur échappait à eux-mêmes. Quelques refrains retentissaient comme le bruit d'une mécanique obligée d'accomplir sa vie factice et sans âme. Le silence et le tumulte s'étaient bizarrement accouplés. Néanmoins, en entendant la voix sonore du valet, qui, à défaut d'un maître, leur annonçait des joies nouvelles, ils se levèrent, entraînés, soutenus ou portés les uns par les autres. La troupe entière resta pendant un moment, immobile et charmée, sur le seuil de la porte. Les jouissances excessives du festin pâlirent devant le chatouillant spectacle que l'amphitryon offrait au plus voluptueux de leurs sens. Sous les étincelantes bougies d'un lustre d'or, autour d'une table chargée de vermeil, un groupe de femmes se présenta soudain aux convives hébétés, dont les yeux s'allumèrent comme autant de diamants. Riches étaient les parures, mais plus riches encore étaient ces beautés éblouissantes, devant lesquelles disparaissaient toutes les merveilles de ce palais.
Les yeux passionnés de ces filles, prestigieuses comme des fées, avaient encore plus de vivacité que les torrents de lumière qui faisaient resplendir les reflets satinés des tentures, la blancheur des marbres, les saillies délicates des bronzes et la grâce des draperies. Le cœur brûlait à voir les contrastes de leurs coiffures agitées et de leurs attitudes, toutes diverses d'attrait et de caractère. C'était une haie de fleurs mêlées de rubis, de saphirs et de corail, une ceinture de colliers noirs sur des coups de neige, des écharpes légères flottant comme les flammes d'un phare, des turbans orgueilleux, des tuniques modestement provocantes. Ce sérail offrait des séductions pour tous les yeux, des voluptés pour tous les caprices. Posée à ravir, une danseuse semblait être sans voile, sous les plis onduleux du cachemire. Là, une gaze diaphane, ici, la soie chatoyante, cachait ou révélait des perfections mystérieuses. De petits pieds étroits parlaient d'amour, des bouches fraîches et rouges se taisaient. De frêles et décentes jeunes filles, vierges factices, dont les jolies chevelures respiraient une religieuse innocence, se présentaient au regard comme des apparitions qu'un souffle pouvait dissiper. Puis des beautés aristocratiques, au regard fier mais indolentes, mais fluettes, maigres, gracieuses, penchaient la tête comme si elles avaient encore de royales protections à faire acheter. Une Anglaise, blanche et chaste figure aérienne, descendue des nuages d'Ossian, ressemblait à un ange de mélancolie, à un remords fuyant le crime. La Parisienne, dont toute la beauté gît dans une grâce indescriptible, vaine de sa toilette et de son esprit, armée de sa toute-puissante faiblesse, souple et dure, sirène sans cœur et sans passion, mais qui sait artificiellement créer les trésors de la passion et contrefaire les accents du cœur, ne manquait pas à cette périlleuse assemblée, où brillaient encore des Italiennes tranquilles en apparence et consciencieuses dans leur félicité, de riches Normandes aux formes magnifiques, des femmes méridionales aux cheveux noirs, aux yeux bien fendus. Vous eussiez dit les beautés de Versailles, convoquées par le bel, ayant dès le matin dressé tous leurs pièges, arrivant comme une troupe d'esclaves orientales réveillées par la voix du marchand pour partir à l'aurore. Elles restaient interdites, honteuses, et s'empressaient autour de la table comme des abeilles qui bourdonnent dans l'intérieur d'une ruche. Cet embarras craintif, reproches et coquetterie tout ensemble, accusait et séduisait. Était-ce pudeur involontaire ? Peut-être un sentiment que la femme ne dépouille jamais complètement. Leur ordonnait-il de s'envelopper dans le manteau de la vertu, pour donner plus de charme et de piquant aux prodigalités du vice. Aussi, la conspiration ourdie par le vieux Taillefer sembla-t-elle devoir échouer. Ces hommes sans frein furent subjugués tout d'abord par la puissance majestueuse dont la femme est investie. Un murmure d'admiration résonna, comme la plus douce musique. L'amour n'avait pas voyagé de compagnie avec l'ivresse. Au lieu d'un ouragan de passion, les convives, surpris dans un moment de faiblesse, s'abandonnèrent aux délices d'une voluptueuse extase. À la voix de la poésie qui les domine toujours, les artistes étudièrent avec bonheur les nuances délicates qui distinguaient ces beautés choisies. Réveillé par une pensée, due peut-être à quelque émanation d'acide carbonique dégagée du vin de champagne, un philosophe frissonna en songeant au malheur qui amenait là ces femmes, dignes peut-être jadis des plus purs hommages. Chacune d'elles avait sans doute un drame sanglant à raconter. Presque toutes apportaient d'infernales tortures et traînaient après elles des hommes sans foi, des promesses trahies, des joies rançonnées par la misère. Les convives s'approchèrent d'elles avec politesse, et des conversations aussi diverses que les caractères s'établirent. Des groupes se formèrent. Vous eussiez dit d'un salon de bonne compagnie, où les jeunes filles et les femmes vont offrant aux convives, après le dîner, les secours que le café, les liqueurs et le sucre prêtent aux gourmands embarrassés dans les travaux d'une digestion récalcitrante. Mais bientôt, quelques rires éclatèrent, le murmure augmenta, les voix s'élevèrent. L'orgie, domptée pendant un moment, menaça par intervalles de se réveiller. Ces alternatives de silence et de bruit eurent une vague ressemblance avec une symphonie de Beethoven. Assis sur un moelleux divan,
Les deux amis virent d'abord arriver près d'eux une grande fille bien proportionnée, superbe en son maintien, de physionomie assez irrégulière mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait l'âme par de vigoureux contrastes. Sa chevelure noire, lascivement bouclée, semblait avoir déjà subi les combats de l'amour, et retombait en flocons légers sur ses larges épaules, qui offraient des perspectives attrayantes à voir. De longs rouleaux bruns enveloppaient à demi un cou majestueux, sur lequel la lumière glissait par intervalles, en révélant la finesse des plus jolis contours. Sa peau, d'un blanc mat, faisait ressortir les tons chauds et animés de ses vives couleurs. L'œil, armé de longs cils, lançait des flammes hardies et étincelles d'amour. La bouche, rouge, humide, entr'ouverte, appelait le baiser. Elle avait une taille forte, mais amoureusement élastique. Son sein, ses bras, étaient largement développés, comme celles des belles figures du Karache. Néanmoins, elle paraissait leste et souple, et sa vigueur supposait l'agilité d'une panthère, comme la mâle élégance de ses formes en promettait les voluptés dévorantes. Quoique cette fille dût savoir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée. Semblable à ces prophétesses agitées par un démon, elle étonnait plutôt qu'elle ne plaisait. Toutes les expressions passaient par masses et comme des éclairs sur sa figure mobile. Peut-être eût-elle ravi des gens blasés, mais un jeune homme l'eût redoutée. C'était une statue colossale, tombée du haut de quelque temple grec, sublime à distance, mais grossière à voir de près. Néanmoins, sa foudroyante beauté devait réveiller les impuissants, sa voix charmer les sourds, ses regards ranimés de vieux ossements. Émile la comparait vaguement à une tragédie de Shakespeare, espèce d'arabesque admirable où la joie hurle, où l'amour a je ne sais quoi de sauvage, où la magie de la grâce et le feu du bonheur succèdent au sanglant tumulte de la colère. Monstre qui sait mordre et caresser, rire comme un démon, pleurer comme les anges, improviser dans une seule étreinte toutes les séductions de la femme, excepté les soupirs de la mélancolie et les enchanteresses modesties d'une vierge. Puis, en un moment, rugir, se déchirer les flancs, briser sa passion, son amant, enfin, se détruire elle-même comme fait un peuple insurgé. Vêtue d'une robe en velours rouge, elle foulait d'un pied insouciant quelques fleurs déjà tombées de la tête de ses compagnes, et d'une main dédaigneuse tendait aux deux amis un plateau d'argent. Fière de sa beauté, fière de ses vices peut-être, elle montrait un bras blanc qui se détachait vivement sur le velours. Elle était là comme la reine du plaisir, comme une image de la joie humaine, de cette joie qui dissipe les trésors amassés par 3 générations, qui rit sur des cadavres, se moque des aïeux, dissout des perles et des trônes, transforme les jeunes gens en vieillards, et souvent les vieillards en jeunes gens. De cette joie permise seulement aux géants fatigués du pouvoir, éprouvés par la pensée, ou pour lesquels la guerre est devenue comme un jouet. « Comment te nommes-tu » lui dit Raphaël. « Aquilina. »« Oh, tu viens de Venise sauver » s'écria Émile. « Oui, » répondit-elle. « De même que les papes se donnent de nouveaux noms en montant au-dessus des hommes, j'en ai pris un autre en m'élevant au-dessus de toutes les femmes. » « As-tu donc, comme ta patronne, un noble et terrible conspirateur qui t'aime et sache mourir pour toi ?» dit vivement Émile, réveillé par cette apparence de poésie. « Je l'ai eu, » répondit-elle, « mais la guillotine a été ma rivale. Aussi, mettais-je toujours quelques chiffons rouges en ma parure, pour que ma joie n'aille pas trop loin. »« Oh, si vous lui laissez raconter l'histoire des 4 jeunes gens de La Rochelle, elle n'en finira pas. Tais-toi donc, Aquilina. Les femmes n'ont-elles pas toutes un amant à pleurer? Mais toutes n'ont pas, comme toi, le bonheur de l'avoir perdu sur un échafaud. Ah, j'aimerais bien mieux savoir le mien couché dans une fosse à Clamart que dans le lit d'une rivale. » Ces phrases furent prononcées d'une voix douce et mélodieuse, par la plus innocente, la plus jolie et la plus gentille petite créature qui fût jamais sortie d'un œuf enchanté. Elle était arrivée à pas muets et montrait une figure délicate, une taille grêle,
des yeux bleus ravissants de modestie, des tempes fraîches et pures. Une naïade ingénue qui s'échappe de sa source n'est pas plus timide, plus blanche, ni plus naïve. Elle paraissait avoir 16 ans, ignorer le mal, ignorer l'amour, ne pas connaître les orages de la vie, et venir d'une église où elle aurait prié les anges d'obtenir avant le temps son rappel dans les cieux. À Paris seulement se rencontrent ces créatures au visage candide, qui cachent la dépravation la plus profonde, les vices les plus raffinés, sous un front aussi doux, aussi tendre que la fleur d'une marguerite. Trompés d'abord par les célestes promesses écrites dans les suaves attraits de cette jeune fille, Émile et Raphaël acceptèrent le café qu'elle leur versa, dans les tasses présentées par Aquilina, et se mirent à la questionner. Elle acheva de transfigurer aux yeux des deux poètes, par une sinistre allégorie, je ne sais quelle face de la vie humaine, en opposant à l'expression rude et passionnée de son imposante compagne le portrait de cette corruption froide, voluptueusement cruelle, assez étourdie pour commettre un crime, assez forte pour en rire. Espèce de démon sans cœur qui punit les âmes riches et tendres de ressentir les émotions dont il est privé, qui trouve toujours une grimace d'amour à vendre, des larmes pour le convoi de sa victime et de la joie le soir pour en lire le testament. Un poète eût admiré la belle Aquilina. Le monde entier devait fuir la touchante Euphrasie. L'une était l'âme du vice, l'autre le vice sans âme. « Je voudrais bien savoir, dit Émile à cette jolie créature, si parfois tu songes à l'avenir. »« L'avenir » répondit-elle en riant. « Qu'appelez-vous l'avenir ? Pourquoi penserais-je à ce qui n'existe pas encore ? Je ne regarde jamais, ni en arrière, ni en avant de moi. N'est-ce pas déjà trop que de m'occuper d'une journée à la fois ? D'ailleurs, l'avenir, nous le connaissons, c'est l'hôpital. Comment peux-tu voir d'ici l'hôpital et ne pas éviter d'y aller ? S'écria Raphaël. Qu'a donc l'hôpital de si effrayant ? Demanda la terrible Aquilina. Quand nous ne sommes ni mère ni épouse, quand la vieillesse nous met des bas noirs aux jambes et des rides au front, flétrit tout ce qu'il y a de femme en nous et sèche la joie dans les regards de nos amis, de quoi pourrions-nous avoir besoin ? Vous ne voyez plus alors en nous de notre parure que sa fange primitive qui marche sur deux pattes, froide, sèche, décomposée, et va produisant un bruissement de feuilles mortes. Les plus jolis chiffons nous deviennent des haillons. L'ambre, qui réjouissait le boudoir, prend une odeur de mort et sent le squelette. Puis, s'il se trouve un cœur dans cette boue, vous y insultez tous. Vous ne nous permettez même pas un souvenir. Ainsi, que nous soyons, à cette époque de la vie, dans un riche hôtel à soigner des chiens ou dans un hôpital à trier des guenilles, notre existence n'est-elle pas exactement la même ? Cacher nos cheveux blancs sous un mouchoir, à carreaux rouges et bleus, ou sous des dentelles. Balayer les rues avec du bouleau, ou les marches des Tuileries avec du satin. Être assise à des foyers dorés ou nous chauffer à descendre dans un pot de terre rouge. Assister au spectacle de la Grève ou aller à l'opéra. Y a-t-il donc là tant de différence ? Aquilina mia, jamais tu n'as eu tant de raison au milieu de tes désespoirs, reprit Euphrasie. Oui, les cachemires, les vélins, les parfums, l'or, la soie, le luxe, tout ce qui brille, tout ce qui plaît ne va bien qu'à la jeunesse. Le temps seul pourrait avoir raison contre nos folies, mais le bonheur nous absout. Vous riez de ce que je dis, s'écria-t-elle, en lançant un sourire venimeux aux deux amis. N'ai-je pas raison ? J'aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n'ai ni la manie de la perpétuité, ni grand respect pour l'espèce humaine, à voir ce que Dieu en fait. Donnez-moi des millions, je les mangerai. Je ne voudrais pas garder un centime pour l'année prochaine. Vivre pour plaire et régner, tel est l'arrêt que prononce chaque battement de mon cœur. La société m'approuve. Ne fournit-elle pas sans cesse à mes dissipations ? Pourquoi le bon Dieu me fait-il tous les matins la rente de ce que je dépense tous les soirs ? Pourquoi nous bâtissez-vous des hôpitaux ? Comme il ne nous a pas mis entre le bien et le mal pour choisir ce qui nous blesse ou nous ennuie, je serais bien sotte de ne pas m'amuser. Et les autres ? Dit Émile. Les autres ? Eh bien qu'ils s'arrangent. J'aime mieux rire de leurs souffrances que d'avoir à pleurer sur les miennes.
Je défie un homme de me causer la moindre peine. » « Qu'as-tu donc souffert pour penser ainsi ?» demanda Raphaël. « J'ai été quittée pour un héritage, moi, dit-elle, en prenant une pause qui fit ressortir toutes ses séductions. Et cependant, j'avais passé les nuits et les jours à travailler pour nourrir mon amant. Je ne veux plus être la dupe d'aucun sourire, d'aucune promesse, et je prétends faire de mon existence une longue partie de plaisir. » « Mais, s'écria Raphaël, le bonheur ne vient-il donc pas de l'âme ?»« Eh bien, reprit Aquilina, n'est-ce rien que de se voir admiré, flatté, de triompher de toutes les femmes, même des plus vertueuses, en les écrasant par notre beauté, par notre richesse. D'ailleurs, nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en 10 ans. Et alors, tout est jugé. »« Une femme sans vertu n'est-elle pas odieuse ?» dit Émile à Raphaël. Euphrasie leur lança un regard de vipère et répondit avec un inimitable accent d'ironie. « La vertu. Nous la laissons aux laides et aux bossus. Que seraient-elles sans cela, les pauvres femmes ?»« Allons, tais-toi !» s'écria Émile. « Ne parle point de ce que tu ne connais pas. »« Ah, je ne la connais pas !» reprit Euphrasie. « Se donner pendant toute la vie à un être détesté, savoir élever des enfants qui vous abandonnent et leur dire « merci » quand ils vous frappent au cœur, voilà les vertus que vous ordonnez à la femme. Encore, pour la récompenser de son abnégation, venez-nous lui imposer des souffrances en cherchant à la séduire. Si elle résiste, vous la compromettez. Jolie vie, autant rester libre, aimer ceux qui nous plaisent et mourir jeune. Ne crains-tu pas de payer tout cela un jour ? Eh bien, répondit-elle, au lieu d'entremêler mes plaisirs de chagrin, ma vie sera coupée en 2 parts, une jeunesse certainement joyeuse, et je ne sais quelle vieillesse incertaine, pendant laquelle je souffrirai tout à mon aise. »« Elle n'a pas aimé, dit Aquilina, d'un son de voix profond. Elle n'a jamais fait 100 lieues pour aller dévorer avec 1000 délices un regard et un refus. Elle n'a point attaché sa vie à un cheveu, ni essayé de poignarder plusieurs hommes pour sauver son souverain, son seigneur, son Dieu. Pour elle, l'amour était un joli colonel. »« La Rochelle, répondit Euphrasie. L'amour est comme le vent, nous ne savons d'où il vient. D'ailleurs, si tu avais été bien aimé par une bête, tu prendrais les gens d'esprit en horreur. »« Le code nous défend d'aimer les bêtes, répondit la grande Aquilina d'un accent ironique. »« Je te croyais plus indulgente pour les militaires, s'écria Euphrasie en riant. »« Sont-elles heureuses de pouvoir abdiquer ainsi leur raison ?» s'écria Raphaël. « Heureuse, dit Aquilina, souriant de pitié, de terreur, en jetant aux 2 amis un horrible regard. Ah, vous ignorez ce que c'est que d'être condamné au plaisir avec un mort dans le cœur. » Contempler en ce moment les salons, c'était avoir une vue anticipée du pandémonium de Milton. Les flammes bleues du punch coloraient d'une teinte infernale les visages de ceux qui pouvaient boire encore. Des danses folles, animées par une sauvage énergie, excitaient des rires et des cris qui éclataient comme les détonations d'un feu d'artifice. Jonché de morts et de mourants, le boudoir et un petit salon offraient l'image d'un champ de bataille. L'atmosphère était chaude de vin, de plaisirs et de paroles. L'ivresse, l'amour, le délire, l'oubli du monde étaient dans les cœurs, sur les visages écrits sur les tapis, exprimés dans le désordre, et jetaient sur tous les regards de légers voiles qui faisaient voir dans l'air des vapeurs enivrantes. Il s'était ému, comme dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil, une poussière brillante à travers laquelle se jouaient les formes les plus capricieuses, les luttes les plus grotesques. Ça et là, des groupes de figures enlacées se confondaient avec les marbres blancs, nobles chefs-d'œuvre de la sculpture qui ornaient les appartements. Quoique les 2 amis conservassent encore une sorte de lucidité trompeuse dans les idées et dans leurs organes, un dernier frémissement, simulacre imparfait de la vie, il leur était impossible de reconnaître ce qu'il y avait de réel dans les fantaisies bizarres, de possible dans les tableaux surnaturels qui passaient incessamment devant leurs yeux lassés. Le ciel étouffant de nos rêves, l'ardente suavité que contractent les figures dans nos visions,
Surtout je ne sais quelle agilité chargée de chaînes. Enfin, les phénomènes les plus inaccoutumés du sommeil les assaillaient si vivement qu'ils prirent les jeux de cette débauche pour les caprices d'un cauchemar, où le mouvement est sans bruit, où les cris sont perdus pour l'oreille. En ce moment, le valet de chambre de confiance réussit, non sans peine, à attirer son maître dans l'antichambre, et lui dit à l'oreille : « Monsieur, tous les voisins sont aux fenêtres et se plaignent du tapage. » « S'ils ont peur du bruit, ne peuvent-ils pas me faire mettre de la paille devant leur porte ?» s'écria Taillefer. Raphaël laissa tout à coup échapper un éclat de rire, si brusquement intempestif que son ami lui demanda compte d'une joie aussi brutale. « Tu me comprendrais difficilement, » répondit-il. « D'abord, il faudrait avouer que vous m'avez arrêté sur le quai Voltaire, au moment où j'allais me jeter dans la Seine, et tu voudrais sans doute connaître les motifs de ma mort. Mais quand j'ajouterais que par un hasard presque fabuleux, les ruines les plus poétiques du monde matériel venaient alors de se résumer à mes yeux par une traduction symbolique de la sagesse humaine, tandis qu'en ce moment les débris de tous les trésors intellectuels dont nous avons fait à table un si cruel pillage aboutissent à ces deux femmes, images vives et originales de la folie, et que notre profonde insouciance des hommes et des choses a servi de transition au tableau fortement coloré de deux systèmes d'existence si diamétralement opposés. En seras-tu plus instruit ? Si tu n'étais pas ivre, tu y verrais peut-être un traité de philosophie. Si tu n'avais pas les deux pieds sur cette ravissante Aquilina dont les ronflements ont je ne sais quelle analogie avec le rugissement d'un orage près d'éclater, reprit Émile, qui lui-même s'amusait à rouler et à dérouler les cheveux de Phrasie, sans trop avoir la conscience de cette innocente occupation, tu rougirais de ton ivresse et de ton bavardage. Tes deux systèmes peuvent entrer dans une seule phrase et se réduisent à une pensée. La vie simple et mécanique conduit à quelque sagesse insensée en étouffant notre intelligence par le travail, tandis que la vie passée dans le vide des abstractions ou dans les abîmes du monde moral mène à quelque folle sagesse. En un mot, tuer les sentiments pour vivre vieux ou mourir jeune en acceptant le martyre des passions. Voilà notre arrêt. Encore cette sentence lutte-t-elle avec les tempéraments que nous a donnés le rude goguenard à qui nous devons le patron de toutes les créatures. « Imbécile !» s'écria Raphaël en l'interrompant. « Continue à t'abréger ainsi, tu feras des volumes. Si j'avais eu la prétention de formuler proprement ces deux idées, je t'aurais dit que l'homme se corrompt par l'exercice de la raison et se purifie par l'ignorance. C'est faire le procès aux sociétés. Mais que nous vivions avec les sages ou que nous périssions avec les fous, le résultat n'est-il pas tôt ou tard le même ? Aussi, le grand abstracteur de quintessence a-t-il jadis exprimé ces deux systèmes en deux mots : Karimari, Karimara. Tu me fais douter de la puissance de Dieu, car tu es plus bête qu'il n'est puissant, répliqua Émile. Notre cher Rabelais a résolu cette philosophie par un mot plus bref que Karimari, Karimara. C'est peut-être. D'où Montaigne a pris son « que sais-je » Encore, ces derniers mots de la science morale ne sont-ils guère que l'exclamation de Pyrrhon restant entre le bien et le mal, comme l'âne de Buridan entre deux mesures d'avoine. Mais laissons là cette éternelle discussion, qui aboutit aujourd'hui à oui et non. Quelle expérience voulais-tu donc faire en te jetant dans la Seine ? Étais-tu jaloux de la machine hydraulique du pont Notre-Dame ? Ah, si tu connaissais ma vie. Ah, s'écria Émile, je ne te croyais pas si vulgaire. La phrase est usée. Ne sais-tu pas que nous avons tous la prétention de souffrir beaucoup plus que les autres ? Ah, s'écria Raphaël. Mais tu es bouffon avec ton ah ! Voyons, une maladie d'âme ou de corps t'oblige-t-elle de ramener tous les matins, par une contraction de tes muscles, les chevaux qui le soir doivent t'écarteler, comme jadis le fit Damien ? As-tu mangé ton chien tout cru, sans sel, dans ta mansarde ? Tes enfants t'ont-ils jamais dit « j'ai faim » ? As-tu vendu les cheveux de ta maîtresse pour aller au jeu ? As-tu été payé à un faux domicile une fausse lettre de change, tirée sur un faux oncle, avec la crainte d'arriver trop tard ? Voyons, j'écoute. Si tu te jetais à l'eau pour une femme, pour un protêt ou par ennui, je te renie. Confesse-toi, ne mens pas. Je ne te demande point de mémoire historique.
Surtout, sois aussi bref que ton ivresse te le permettra. Je suis exigeant comme un lecteur, et prête à dormir comme une femme qui lit ses vêpres. Pauvre sot, dit Raphaël, depuis quand les douleurs ne sont-elles plus en raison de la sensibilité? Lorsque nous arriverons au degré de science qui nous permettra de faire une histoire naturelle des cœurs, de les nommer, de les classer en genre, en sous-genre, en famille, en crustacés, en fossiles, en sauriens, en microscopiques, en que sais-je, alors, mon bon ami, ce sera chose prouvée qu'il en existe de tendres, de délicats, comme des fleurs, et qui doivent se briser comme elles, par de légers froissements auxquels certains cœurs minéraux ne sont même pas sensibles. Oh, de grâce, épargne-moi ta préface, dit Émile, d'un air moitié riant, moitié piteux, en prenant la main de Raphaël.